On parle de culture, de rôle de la culture dans cette période-là, dans le téléphone sonne ce soir avec Lisa Mandel qui est bédéiste, avec Sofian Fanen qui est journaliste au jour spécialisé dans l'industrie musicale, avec Charles Berling qui est acteur et directeur de la scène nationale Château-Vallon-Liberté. Et je voudrais qu'on accueille Benjamin Baruch-Grossman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien, vous êtes aussi directeur de la compagnie de théâtre TBNTB qui est à Perpignan. C'est ça, on travaille à Perpignan. Et voilà. Et là aussi, vous avez cette expertise-là. Moi, j'aimerais, vous qui prenez la discussion en cours, moi, j'aimerais bien savoir où vous vous situez, vous, ce que vous dites dans une ville, là encore, dont le maire est un maire Rassemblement National, c'est Louis Alliot. Comment ça se passe chez vous, en fait, et quelles questions vous vous posez maintenant ? Eh ben, écoutez, nous, très sincèrement, on lutte sur le terrain contre le Rassemblement National. Bien sûr, on était là en 2020, donc avant l'élection de Louis Alliot, et la présence de Louis Alliot a renforcé le communautarisme, a renforcé le rapport de force avec une vision binaire, tu es avec moi, contre moi, a renforcé le sentiment de suspicion. Donc les artistes ont peur de s'exprimer. Et c'est vrai qu'au quartier Saint-Jacques, qui est un des quartiers les plus pauvres de France, avec la communauté gitane, la communauté maghrébine, quand on est des artistes, quand on est sur le terrain, on se sent un petit peu seul. Alors c'est vrai que j'ai peut-être pas la même expertise, puisque j'ai suivi votre échange, mais c'est vrai qu'on aimerait que les artistes dits de l'excellence viennent sur le terrain et restent longtemps, créent avec les habitants. C'est-à-dire, par exemple, Thiago Rodriguez, directeur du Festival d'Avignon, pourrait venir au quartier Saint-Jacques, pourrait venir à Perpignan et dialoguer, créer avec les habitants, les Perpignanais qui votent Rassemblement National. Parce que ce public, il faut éviter de lui donner des injonctions morales. Il faut essayer de le comprendre. Et en général, sur scène, on a montré les damnés de la terre, mais on a peu montré la classe moyenne. Et la classe moyenne, le public qui vote Rassemblement National, se sent oublié, se sent déclassé, se sent laissé pour compte. Ils disent, les artistes engagés, dits bobos parisiens, ne viennent pas nous voir. Voilà. Et le Rassemblement National surfe là-dessus. Voilà. Et donc, ça pose des questions nobles, des questions complexes de démocratisation culturelle, et c'est vrai que quand on est sur le terrain, les coups sont rudes. À la fois l'écosystème perpignanais, quand vous osez prendre la parole, peut se retourner contre vous, et le quartier aussi. Donc vous êtes parfois avec des coups très très rudes que vous n'avez pas pour avoir joué dans des scènes nationales, que vous n'avez pas dans des scènes nationales. Alors bien sûr, chaque secteur a sa part d'ombre et de lumière, ses codes, mais quand vous allez au quartier Saint-Jacques, vous pouvez être intimidé, etc., sans bien sûr tomber dans les clichés. Tout est plus complexe. Mais qu'est-ce que ça veut dire au quotidien depuis 2020 pour vous, puisque vous existiez avant? Est-ce que tout ce travail que vous allez faire au quartier Saint-Jacques, que vous allez faire dans certaines populations, vous avez une vraie facilité à le faire? Est-ce que vos subventions sont exactement les mêmes? Comment ça se passe pour vous de ce point de vue-là? De ce point de vue-là, tout est plus complexe puisque on peut être intimidé. Donc forcément, il y a tout de suite le rapport de force. Donc au lieu de nous laisser faire notre travail sur le terrain, il y a tout de suite la politique politicienne qui rentre en compte. Et donc ça n'aide pas, on va dire, à travailler. Ça n'aide pas à l'altérité. L'art, c'est le contraire du repli sur soi. C'est l'altérité. Il y a qu'à voir les grands du flamenco qui se sont nourris du jazz. Et je pense à Stéphane Hessel, grand résistant, co-rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme que j'ai connu, qui disait créer c'est résister, résister c'est créer. L'art n'est que politique au sens noble et large du terme, pas de politique politicienne. Il faut une vision pour la culture. On en a besoin à Perpignan. Et donc oui, ça crée de l'intimidation, ça crée du rapport de force. Donc vous pouvez parfois vous sentir un peu seul. Merci beaucoup. Restez avec nous si vous le souhaitez, Benjamin Baruch-Grossman depuis Perpignan. Il a dit les coups sont rudes, Charles Berling. Est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez vous aussi parfois? Les coups sont rudes, mais de partout, nous dit Benjamin, dans les communautés, autour du théâtre, avec la mairie. Il y a que des coups à prendre. Il décrit très bien ce qui se passe au fond, ce qui se passe depuis de nombreuses années avec la culture et avec ces scènes. Enfin, les scènes nationales aussi, je le rassure, se prennent des tas de coups. Et nous, on est à Toulon, donc on est aussi. Mais je dirais que ce qui est merde, j'ai perdu le fil de ma pensée. On est en train de parler des coups à prendre. Oui. Mais sinon, je peux faire un tour et vous retrouverez votre pensée, Charles Berling. Mais on parlait de ces coups à prendre dans les quartiers, autour de la mairie et aussi ailleurs. Lisa Mandel, vous qui êtes devant votre planche en fait à dessiner, est-ce que vous avez l'impression qu'on
parle d'un autre monde, en fait. Est-ce que c'est des choses que vous percevez ? Mais absolument pas, parce que, moi, je suis sur Internet à faire des trucs d'Instagram, mais je veux dire, sur le terrain, mon métier et mon milieu, c'est le milieu le plus précaire de l'image. C'est-à-dire que les illustrateurs jeunesse, les illustrateurs et les auteurs de BD, ils ont un statut pourri. Non, mais attendez, si on en est là. Ils ont un statut pourri, il y en a 36% en dessous du seuil de pauvreté, et l'État, qui ne veut pas leur donner un statut normal, qu'est-ce qu'il fait ? Il les fait intervenir dans les quartiers pauvres, dans les prisons, dans les hôpitaux. Donc en fait, s'il y a bien des gens dans notre métier qui sont concernés directement par la précarité parce qu'ils la vivent au quotidien, et en plus qui sont au contact de populations aussi précaires qu'eux, c'est bien mon milieu. Donc moi, oui, j'ai la chance aujourd'hui de vivre de mon métier et de faire des choses intéressantes. Enfin bon, ça fait 25 ans que j'en fais, et moi, la précarité, je l'ai connue longtemps, et j'ai été dans les quartiers, et j'ai donné des cours, et j'ai été dans des quartiers. J'ai fait des résidences encore il y a quelques années, et pas par précarité, mais par envie, à Stein notamment, en Seine-Saint-Denis, auprès d'un public de personnes qui n'ont pas accès à la culture. Donc nous, alors moi, pour le coup, le milieu d'où je viens moi et le milieu culturel d'où je viens moi, c'est le plus pauvre qui existe, et les gens, ils survivent parce que la moitié de leur revenu vient des interventions dans des endroits encore plus pauvres que là d'où ils viennent eux. Voilà. Et Sophie Fanen, on pourrait dire la même chose des musiciens. Enfin, je veux dire, la plupart des musiciens vivent de l'intermittence. C'est tellement difficile pour la plupart d'entre eux. Enfin, contrairement à l'image qu'on peut avoir, qui est évidemment une image faussée dès qu'on est, ne serait-ce que place de la République hier soir. Il faut absolument pas penser que tous les musiciens roulent sur l'or et que la vie est facile. Non, l'extrême majorité des musiciens vivent grâce à l'intermittence, d'ailleurs, qui est un système qui est menacé directement par le Rassemblement national, et ça pourrait être quelque chose d'absolument dévastateur, jusque vraiment dans l'ultra local, parce qu'en fait, les musiciens, ils sont partout, et il y a énormément de musiciens, même des musiciens qu'on voit, qu'on entend sur France Inter, etc., qui font des salles de 1000 personnes, etc. Ils repartent pas avec grand chose en fait, le soir. Et qui n'ont pas toujours rempli ces salles-là. Je vous ai vu, Charles Berling, je sais que vous avez retrouvé votre pensée, mais il y a Max qui nous attend depuis 25 minutes. Pardon, Max. Oui, bonsoir. On vous écoute. Non, je vous en prie, allez-y. Écoutez, moi je suis un musicien d'orchestre, l'orchestre philharmonique de Nice, voilà. De Nice, c'est ça, pardon ? Oui, c'est ça. De Nice, d'accord, ok. Ouais. Je rejoins tout à fait le point de vue de Charles Berling, du monsieur qui intervient juste avant, notamment au niveau des intermittents, leur statut est directement menacé. Moi personnellement, je suis salarié de l'orchestre philharmonique de Nice, donc je suis un petit peu plus protégé, mais j'ai très très peur de cette arrivée au pouvoir du Rassemblement national. C'est possible d'arriver au pouvoir du Rassemblement national. Max, parce que Pardon, finissez. Pardon, je croyais que vous aviez fini. Non, parce que j'ai pas envie de finir comme simple outil de propagande d'un mouvement politique dont je partage absolument pas les idées, quoi. Charles Berling, qui aviez retrouvé votre pensée. Oui, parce que je voulais au fond, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est un manque de vision politique culturelle depuis de nombreuses années. Et qui a fabriqué ce qu'on entendait avec Benjamin, c'est-à-dire que ce manque de vision politique a fabriqué des solitudes, en fait, et donc tout le monde est là dans son institution à se battre. Et moi, quand j'entends ce qu'ils fabriquent, nous on fabrique la même chose, c'est-à-dire que mais il n'y a pas une vision politique. Moi, j'ai été directeur là depuis 13 ans, j'ai eu 9 ou 10 ministres de la culture. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une variable d'ajustement comme ça, mais ça n'a plus de sens. Or, c'est fondamental. Encore une fois, s'il y a quelque chose qui peut combattre efficacement les décervellisations que provoque le numérique, que provoquent ces petits appareils de merde que les mômes ont des fois, parfois, dès 2 ou 3 ans, si on peut créer du lien, de l'universalisme, rapprocher les gens, comme il le disait d'ailleurs, c'est ce qu'il essaye de faire, aller à la rencontre des gens, aller fabriquer du vivant diversifié et qui se parle, eh bien, ces outils sont fondamentaux. Et ces outils, ils ont commencé déjà à s'appauvrir, à être vraiment affaiblis, et là, ça serait le coup de grâce, quoi. Donc là, c'est pas possible. Alors, il y a l'avant, maintenant, il va y avoir un après-élection, quel que soit le résultat de toute façon. Je voudrais d'abord qu'on écoute Christophe. Bonjour Christophe. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, président Synthèse. Merci pour vos émissions. J'espère qu'elles vont continuer parce que moi j'ai fait évoluer ma culture grâce à France Inter. J'ai 50 ans et j'écoute France Inter avec mes parents depuis que je suis petit. En tout cas, maintenant je suis patron d'un café culture et j'ai été très choqué par le score du RN dans les communes qui sont voisines de la mienne.
Et la question que je me suis posée derrière, c'est comment on va faire après pour vivre après. Et je pense qu'il faut encore plus rassembler les gens. Et je pense que Charles Berling, il a raison, il faut créer ces moments. Il faut continuer à faire des spectacles, il faut continuer à faire des conférences, il faut continuer à faire des événements sportifs populaires et mettre les gens ensemble. Je pense que Monsieur Berling a tout à fait raison. Il faut absolument faire du lien et faire en sorte que les gens soient ensemble, discutent ensemble. Je me suis demandé si la période Covid n'allait pas renforcer justement cette espèce d'individualisme qu'il y a. Après, il y a plein de raisons. Mais voilà, je pense que la culture et le sport sont les deux secteurs qui permettent de mettre les gens les uns avec les autres et qu'il va falloir insister et redoubler d'énergie malgré les pressions négatives qu'il va y avoir pour continuer à mettre les gens ensemble, quelles que soient leurs opinions politiques. Merci beaucoup Christophe, il a raison Christophe, évidemment grandement, c'est le rôle du théâtre, on va y venir. Charles Berling, c'est votre rôle aussi à vous, les BDistes, et y compris sur les réseaux sociaux, parce que tout ça se partage. C'est aussi le rôle des musiciens. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on y pense déjà à ce qui se passera après, à ce qui se passera sur scène, au moment où on aura cette espèce de drôle de France qui sera probablement compliqué pour un certain nombre de gens? Moi, j'ai entendu personne se projeter dans l'après. Ouais. Je pense que vraiment, c'est inimaginable. En fait, c'est inimaginable. Personne n'imagine comment ça va se passer. Par contre, dans le monde de la musique, effectivement, en fait, les grandes lignes des choses qui peuvent être abîmées, je parlais de l'intermittence, l'audiovisuel public, évidemment, absolument majeur. Il y a eu aussi une attaque qui est passée un peu inaperçue du Rassemblement national contre la SACEM, qui est un pilier majeur de redistribution de l'argent dans le monde de la musique. Et en fait, c'est ça qui peut empêcher... Il y avait déjà eu une alerte, en fait, autour de la SACEM, ouais. Il y a eu plein d'alertes. Et notamment autour du paiement de la musique sur les toutes petites fêtes, etc., etc. Exactement. Et donc, en fait, le RN s'était saisi notamment d'un jugement qui permettait à la SACEM d'augmenter un tout petit peu ses perceptions sur les musiques de funérailles. Et en fait, le RN s'était greffé là-dessus pour écrire pas les toutes petites fêtes. Voilà. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que moi, j'ai travaillé ces 2 dernières années sur des menaces et des blocages tout à fait réels, physiques, contre des concerts et contre des spectacles, par des gens qui font partie de la sphère de l'extrême droite, par Civitas qui a été dissous, par des groupes ultra-conservateurs catholiques, etc., qui ont bloqué, empêché des concerts, notamment en Bretagne, à Nantes, à Carnac. Il y a eu aussi un spectacle pour enfants qui aborde les questions de genre, qui a été menacé plein de fois. Il y a un concert de Bilal Hassani à Metz qui n'a pas pu se tenir. Donc finalement, le concret, ces 2 dernières années, il a déjà été là. On n'en a pas forcément énormément parlé, mais c'est ça qui inquiète les musiciens aujourd'hui, parce qu'il y a déjà eu du concret au final. Lisa Mondel, est-ce que vous avez le sentiment qu'un après auquel on doit forcément penser force votre trait, ou êtes-vous si votre trait, au contraire? Écoutez, moi, pour l'instant, autour de moi, et même moi, j'ai l'impression d'être à bord du Titanic, là. C'est-à-dire, en gros, on va pas couler. Est-ce qu'on va couler? Est-ce qu'on va pas couler? L'iceberg, on l'a frôlé. Est-ce qu'on va survivre à ça? Et je pense que c'est vrai que là, pour l'instant, autour de moi, tout le monde parle du présent. On est vraiment dans le présent. Évidemment qu'il y aura un après, quel qu'il soit. Et nous, on continuera je pense, de produire et de se battre. Après, c'est est-ce qu'on aura toujours des moyens d'expression? Est-ce qu'à un moment donné, il va pas y avoir un musellement de la parole? Est-ce que la parole sera libre? Mais c'est vrai qu'on est dans un instant présent, on vit au jour le jour, là. Tout le monde n'a qu'une hâte, c'est d'avoir le résultat des élections pour au moins penser au jour d'après. Et d'ailleurs, plein de gens, on se verra de l'autre côté, mais il y a vraiment ce sentiment-là. C'est vrai qu'on se projette pas pour l'instant. Il y a une pensée du jour d'après, Charles Berling, et je le dis parce que vraiment, j'aime bien la remarque que faisait Christophe, notre auditeur, et qui dit: il faudrait bien qu'on réapprenne à se parler. Et c'est en partie entre vos mains, à tous, dans les théâtres, dans les scènes, sur les salles. C'est en partie votre boulot ou pas, hein? C'est comme ça que vous le voyez, ou pas? Mais c'est encore une fois, c'est un travail de fond, c'est un travail qu'on fait avec beaucoup de passion, avec beaucoup de, je dirais même, d'abnégation. Et tant mieux, parce que c'est un travail très joyeux. Vous savez, quand on a des salles de 700 monde qui viennent, qui ont fabriqué leurs films sur des sujets de société, etc., et qui peuvent tenir 2 heures dans la salle et qui sont enfin décrochés de leur portable, c'est merveilleux. Je pense que il faut. Mais il y a une chose qui m'a rassuré l'autre soir, c'est que il y a 30% d'un côté et il y a un tiers, 2 tiers. Pour l'instant, c'est pas 2 tiers le Rassemblement national et 1 tiers dont nous faisons partie. C'est l'inverse. Donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus céder
Enfin, ils n'ont pas la majorité absolue. Et en tout cas, continuer à aller dans les concerts, lire les BD, dans les salles, surtout, oui. sortir et écouter les humoristes, etc. Merci beaucoup, merci à tous, merci pour vos nombreuses questions. C'est la dernière de la saison sous cette forme habituelle. On revient lundi, tout à peine modifié, mais on sera d'ailleurs en spécial lundi, vous m'étonnez. Mais je voudrais remercier Amélie Salenman, remercier Pierre de Certaine, Mathilde Texier pour la jolie programmation toute cette saison et toute cette semaine aussi. Remercier aussi Charlotte Spiré qui est rédactrice en chef du 18-20 et Ludovic Asselot qui s'occupe de la réalisation. À la technique, il y avait ce soir Ronan Mahé et Florian Dorimini.